Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui a pour thème « Que peut-on attendre d'un cabinet conseil ?» Alors, quelle est la valeur ajoutée d'un consultant? En quoi il peut vous aider dans vos différents projets? Est-ce que tous les cabinets se valent? Et qu'est-ce qui les distingue surtout? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers le débat qui va avoir lieu. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc sur le plateau Jean-Pierre Gauthier. Jean-Pierre Gauthier, vous êtes directeur métier d'ACEP. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Benoît Cudel, vous êtes le CEO du cabinet Simco Consulting. Ah, bien bonjour. Ça bonjour Benoît. Olivier Duboué, vous êtes directeur, président Pas encore président. Directeur général de Diagma. Bonjour. Et Pierre Fournet, vous êtes le président fondateur du cabinet Léon. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Pour commencer, première question. Un cabinet conseil, un consultant, à quoi ça sert? Alors, peut-être juste pour me resituer ou présenter... Peut-être, effectivement, 2 mots de présentation si pour que chacun puisse dire un petit peu voilà. présenter son cabinet. Jean-Pierre Gauthier, donc, je suis dans la société ACEP. ACEP est un groupe qui est implanté en France et en Espagne. On est aujourd'hui environ 120 collaborateurs, parce que on a la chance d'être en croissance, pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. En fait, la mission de ACEP, c'est d'accompagner ses clients dans l'amélioration de sa performance logistique. Et à travers ça, on a développé plusieurs activités. Alors, une première activité qui est le conseil, c'est souvent le premier contact avec les clients, mais on intègre aussi des logiciels de partenaires, que ce soit des WMS ou des TMS. On vient contrôler au quotidien le maintien en conditions opérationnelles de ces logiciels. On vient bien évidemment faire du support, quelquefois de l'hébergement. Et puis, on est à la fois aussi éditeur. Donc, on est vraiment passionné. On est à la fois éditeur de nos propres solutions avec une solution qui s'appelle le Easy Suite et un produit phare qui s'appelle Easy Pro. Voilà. Très bien, merci Benoît. Bonjour, donc Benoît Cudel, moi j'ai l'honneur d'être à la tête de Simco Consulting. On est un cabinet donc, présent en France et en Italie. Donc, Simco est né en Italie il y a 40 ans, en 1980, 41 ans maintenant. On est 25 consultants, France et Italie compris. On a un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 millions d'euros. Et nous, on se focus exclusivement vraiment sur la partie intralogistique, ce qui se passe dans la boîte entrepôt. C'est 70% de notre chiffre d'affaires, 20% sur d'autres sujets supply chain, niveau de stock, couverture de stock et autres, et puis 10% sur la formation. On y reviendra tout à l'heure, parce que pour nous, la formation est quelque chose de très important au niveau de l'accompagnement de nos clients. Merci. Pierre? Oui, Pierre Fournet, donc j'ai 30 ans d'expérience en supply chain acquise auprès des cabinets conseils et des éditeurs de logiciels. Supply chain, tout ce qui est prévision, SNOP, planification, mais également WMS et TMS. Et j'ai fondé il y a 7 ans un cabinet, donc cabinet Léon, avec pour mission de transformer la supply chain des clients en un avantage concurrentiel. Et donc on est une équipe passionnée, animée par des valeurs de bien commun, d'innovation et d'expertise. Et nous sommes très présents auprès des industriels et distributeurs de l'agroalimentaire d'une part, et du secteur de l'habitat, qui couvre bricolage, jardinage, aménagement du logement et professionnels du bâtiment. Merci. Enfin, Olivier Duboué. Diagma est un cabinet de conseil qui est effectivement spécialisé en supply chain, qui couvre par contre toutes les problématiques de la supply, aussi bien les aspects de planification que les aspects de network design, que les aspects d'entrepôt et transport. On est une quarantaine de consultants, essentiellement basés à Paris. On a 2 petites filiales, une au Brésil et une aux États-Unis. Très bien, merci. Alors, je répète ma question. On va y venir. Un consultant, à quoi ça sert en fait? Comment on pourrait résumer son rôle? Moi, je pense qu'un consultant, c'est un apport d'expertise d'abord. Ça doit apporter de la valeur ajoutée, apporter un éclairage qu'un client n'a pas forcément en interne. Ça doit aussi être une vision externe qui challenge. J'ai l'habitude de dire qu'il challenge avec bienveillance, mais qui challenge un client, donc qui est là pour lui ouvrir l'horizon, parfois pour lui faire envisager des choses qu'il n'avait pas envisagées. Et puis, le 3e élément que ça doit apporter, c'est une espèce de germe qui doit permettre effectivement de passer de l'idée à la mise en œuvre de l'idée, et donc au fait que cette expertise va se retrouver concrètement dans les opérations du client à un moment ou à un autre. Les trois éléments clés. Quelqu'un souhaite compléter cette très bonne définition? Il y a trois points
moi j'aime bien transmettre, en fait, c'est le savoir-faire, le faire savoir. Hein, donc le savoir-faire, c'est notre expérience. Le faire savoir, on doit communiquer. C'est très important dans le rôle du consultant, sa capacité à communiquer, hein, c'est ce que vous disiez. Et puis le savoir-être, on est très souvent en tant que consultant dans plusieurs services de l'entreprise, voire sur plusieurs sites, et on va être un peu notre polyvalence va être très très importante, et là d'un seul coup on va avoir un rôle de traducteur, parce que on va relier des mondes qui ne se parlent pas souvent très très bien entre les systèmes d'information et les exploitants. C'est des gens qui quelquefois disent c'est de la faute de l'autre, et donc nous, consultants, nous, cabinets, on est là pour relier tous ces mondes, pour traduire des discours et des langages qui ne sont pas forcément équivalents. Et puis, les entreprises ont souvent plusieurs projets à la fois. Et la logistique, aujourd'hui, la supply chain rentre très souvent en tout ou partie sur ces projets de l'entreprise. Et donc, voilà, il va falloir avoir toutes les valeurs humaines évidentes, donc l'écoute, l'observation, l'étude, et puis à la fin, de bien retranscrire toute sa mission. C'est un point important, de savoir communiquer. Ce qui n'est pas toujours évident. On parlera tout à l'heure, je pense, des juniors. Voilà, ça s'acquiert aussi avec de l'expérience. Oui. Alors, juste peut-être ajouter en complément peut-être deux choses. Alors effectivement, on amène cette expérience, mais aussi l'expérience multi-client et toute la veille technologique qu'on peut faire sur les solutions qu'on peut trouver sur le marché. Et avec un point qui est capital pour nous, c'est vraiment la neutralité, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs et des solutions. C'est-à-dire quand on propose des scénarios à des clients, l'idée c'est vraiment de proposer des technologies d'abord et avant tout, et ensuite seulement dans une deuxième phase d'accompagnement et de mise en œuvre, d'aller chercher les fournisseurs qui vont bien par rapport aux besoins qu'on aura émis. Juste pour compléter, un point aussi, au-delà de l'expertise, l'expérience sectorielle est très importante. La connaissance d'un secteur pour un client est une gage de crédibilité et d'effet benchmark qu'on peut comparer entre confrères du même client. Et l'autre aspect qui est souvent intéressant, c'est d'apporter bien sûr les bonnes pratiques, définition des processus cibles à partir des bonnes pratiques, mais s'adapter aussi à la maturité du client. Et ça nécessite un niveau d'expertise. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, un niveau d'expertise, parce qu'on peut savoir où sont les bonnes pratiques, quelle est la dimension cible, où emmener le client, et il faut y aller à un certain rythme, et donc il faut l'emmener par rapport à son niveau de maturité. Alors, on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail tout à l'heure de ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire que le Conseil aujourd'hui est un petit peu aux avant-postes des tendances, des évolutions, à la fois sur un plan technologique, mais aussi en termes organisationnels. Quelles sont aujourd'hui justement ces tendances? Quelles sont les missions auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés? Qu'est-ce que vous demandent vos clients en ce moment? Actuellement, Actuellement, on est beaucoup sollicité sur des missions de mise en place de processus, prévision, SNOP et optimisation des stocks. Oui. On reviendra un petit peu pourquoi, parce qu'il y a pas mal de problématiques au niveau des stocks actuellement. C'est pas des sujets qui sont pourtant très, très nouveaux. C'est pas très nouveau, mais on est très très sollicité et on se rend compte d'ailleurs que sur ces sujets-là, il y a encore beaucoup à faire chez les clients, que ce soit chez les petits clients que même chez des gros clients. Donc beaucoup de sollicitations là-dessus, sur des schémas directeurs logistiques, sur l'externalisation logistique également, et puis sur des sujets de conception de plateforme, de mise en place de processus intralogistiques, et également la partie transport, appel d'offres transport, tracking transport, contrôle facture, et on accompagne ça nous très souvent par la formation. On parlait tout à l'heure de l'importance de la formation, c'est un point assez clé dans notre méthodologie, d'accompagner ces processus de transformation par la formation supply chain. Olivier ? Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle network design, l'étude de réseau, combien de sites de production et ou de distribution, selon que je suis un industriel ou un distributeur. Donc là, c'est vrai que notamment tout ce qui est développement du e-commerce, de l'omnicanal, challenge beaucoup les réseaux de distribution. Donc on a beaucoup de missions autour de ce thème-là. Deuxième axe, c'est effectivement tout ce qui est l'entrepôt et notamment la mécanisation, qui est un sujet qui est revenu depuis quelques années, drivé par le e-commerce, mais pas que, drivé aussi par le besoin de réduire la pénibilité, même de diminuer les besoins en main-d'œuvre maintenant, parce que la main-d'œuvre devient rare à trouver sur certains bassins d'emploi. Donc ça, c'est le deuxième thème. Le transport, avec l'aspect de plus en plus prise en compte de l'impact environnemental qui aussi est important. Et dernier, je rejoins Pierre, ça avait un petit peu disparu. Le SNOP, prévision planification, c'est un peu les gènes de Diagma il y a 50 ans. Et depuis quelques années, on voit effectivement un regain d'intérêt vers la mise en place ou l'évolution de ces processus et de ces outils-là.
sur une vision intralogistique, au-delà de tous ces sujets, les 2 dernières années ont montré aux entrepôts qu'il fallait qu'ils soient d'un meilleur niveau et surtout au niveau de l'agilité. Et ce qu'on nous demande, et là je rentre plutôt dans la façon, il y a 2 grands ensembles. On nous demande souvent de faire un audit tout simplement. Venez prendre une photo, venez nous dire est-ce qu'on travaille bien. Ça c'est une question qu'on nous pose assez souvent, ou une question je vais pas assez vite mais je sais pas à quelle vitesse je vais. Donc ça c'est des vraies questions. On a besoin de mesurer parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'incertitudes que quand le conteneur arrive, il faut être sûr de bien connaître son temps et d'avoir les bonnes méthodes. On met en place des rapports d'étonnement, des audits flash. Enfin, il y a tout un tas de petites solutions. On est très très sollicité par cela parce qu'on est quand on va vers des entreprises qui n'ont pas forcément des dizaines de milliers d'euros pour faire ces missions. Et puis après, selon les photos et le résultat des photos et la comparaison, on va rentrer dans des missions de conseil et qui sont tout le temps liées. On se rend compte qu'aujourd'hui, tous les thèmes que vous avez abordés, ils sont tout le temps liés ensemble. Je lance ma commande à 9h, mais est-ce que je dois savoir si le transport a fait ça? Est-ce que c'est le bon transporteur? Voilà, c'est tout ce lien. On nous demande de relier les choses en fait. Et on avait parlé, on parle beaucoup de digitalisation en ce moment. Et à chaque fois, l'exploitation et les systèmes d'information. Et ça, beaucoup d'exploitations se sont rendues compte qu'elles maîtrisaient pas la donnée. Elle ne savait pas le pourquoi elle devait travailler, le pourquoi est-ce qu'elle ne devait pas travailler, parce qu'il fallait attendre un stock ou je ne sais quoi. Et donc ça commence dès le début, dans l'entrepôt. On est très très sollicité sur ça pour remettre de la dynamique dans tous ces systèmes et dans toutes ces organisations. La data, la captation de la data. Alors ça c'est hyper important. Aujourd'hui, il est très facile de relier les systèmes entre eux. Donc c'est plus un problème que d'avoir des solutions métiers. J'ai mon ERP qui va faire un certain nombre de tâches, j'ai ma gestion de clients, j'ai mon exploitation, mais on se rend compte il y a tellement de systèmes, on ne sait plus agglomérer, on ne sait plus valoriser. Avant, il y avait une seule source, donc c'était à peu près simple. Mais là, on travaille énormément. On parle d'exploitation, mais sur les systèmes d'information, on a de plus en plus de nos ingénieurs et de nos consultants qui viennent voir comment est-ce qu'on peut les récupérer une donnée qui manque. Et malheureusement, il en manque souvent plus qu'une. Oui, alors si je peux compléter, alors nous encore une fois, on est plutôt focus intralogistique, donc nous on va travailler beaucoup sur l'agilité. Et les clients qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont une transformation liée au e-commerce, il y a une transformation des commandes, des besoins, beaucoup plus de commandes mais de plus petite taille, donc régulières pour limiter les stocks. Alors c'est peut-être une tendance qui va évoluer dans les prochaines années aujourd'hui avec les effets pénurie. Et on va donc travailler beaucoup on va présenter nous des différents scénarios aux clients qui vont des actions d'amélioration continue jusqu'à des investissements lourds, avec une proposition de ROI et là aussi description d'avantages inconvénients des différentes solutions. Et on ouvre aussi une porte sur la partie système d'information et WMS. Et on se rend compte que beaucoup de clients aujourd'hui travaillent encore sur la base d'un ERP avec ou pas un module WM, gestion d'entrepôt. Et donc on les accompagne aussi justement sur la nécessité, la compréhension. Aujourd'hui, pas de bon flux de physique, si pas de bon flux d'information. Donc on les accompagne aussi sur cet aspect. Donc si je résume un petit peu ce qui vient d'être dit, la transformation digitale se poursuit, mais retour aussi aux fondamentaux avec un certain nombre de processus qu'on revoit régulièrement. À quel moment commence la mission, à quel moment elle finit? Je veux dire par là, est-ce que votre rôle consiste simplement à apporter un conseil ou est-ce que ça va jusqu'à l'accompagnement? Comment vous prenez une mission, comment elle se contractualise? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat ou est-ce qu'il y a simplement une obligation de moyens? Question. Pour nous, en tout cas, ça dépend des clients. Clairement, en tout cas, les phases sont séparées. De toute manière, il y a une partie d'études et puis après, il y a une partie qui est de mise en œuvre. Certains clients nous demandent de les accompagner dans la mise en œuvre. D'autres nous disent, écoutez, merci, parce que vous avez donné la copie que vous nous avez donnée est très claire. Maintenant, on sait comment s'y prendre et on va y aller tout seul. Donc, on a un petit peu tous les cas de figure. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même un niveau maintenant alors, nous, on fait un effet de maturité dans les équipes supply chain. Donc, on a des clients qui ont quand même plutôt tendance à un peu gonfler et muscler leurs équipes supply chain, donc prendre en charge plus de choses. D'un autre côté, il y a des projets de transformation pour lesquels, il n'y a juste pas les
des équipes suffisantes et où, sur lesquelles on a mis transformation et formation un petit peu sur le tas d'ailleurs, hein, et où donc les deux peuvent être liés. Donc, voilà, on voit les deux cas de figure. Il y a des bons clients et des mauvais clients. J'allais dire, il y a des clients qui sont plus réceptifs que d'autres et d'autres qui sont un petit peu... Moi, je le mettrais... Je parlais du début de la mission. Je ferai deux ensemble. Il y a les clients qui savent très exactement ce qu'ils veulent et il y a les clients qui n'arrivent même pas à exprimer ce qu'ils veulent. Alors, tout le monde a le même objectif de faire grandir sa société. Mais l'engagement du cabinet, je pense il doit se faire après une qualification assez précise de ce que l'on veut. Parce que aller plus vite, ça ne veut pas dire grand chose, aller plus vite que qui ou que quoi. Et donc, je pense que l'engagement du cabinet peut se faire une fois cette première étape. Alors, je parlais tout à l'heure d'un audit flash, mais en tout cas, on pourra nous engager quand on connaîtra les ressources, parce que est-ce qu'il faut aller chercher la data ou est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que c'est nous qui allons faire toutes les requêtes pour faire du data crunching ou je ne sais quoi? Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Et l'engagement, il va être, on travaille, nous, en majorité sur un mode de régie, techniquement. Il y a des clients qui nous demandent un forfait. Alors après, c'est un peu plus difficile, mais tant qu'on n'a pas fait cette première étape. Et puis, il y a des clients qui qui tentent quelquefois de nous demander de travailler au success fees. Puis d'autres nous disent, non, il y a peut-être beaucoup à gagner, donc on va retomber sur le forfait. Donc voilà, il y a des modes, il y a différents modes, mais je pense que le point le plus important, c'est vraiment la première étape, c'est le premier domino, c'est qu'est-ce que l'on va faire exactement. Et ça va déterminer pas mal de choses. Je reviens à Olivier qui n'avait peut-être pas fini. Non, si, je n'ai pas envie. Nous, effectivement, on est essentiellement sur du forfait. Clairement, c'est une étude, un besoin, une question. Alors, parfois, ça nous arrive de reformuler la question avec le client, là où je vous rejoins. Dire, attends, la question que vous avez posée, c'est ça. À notre sens, il faut prendre un peu de recul et peut-être ouvrir un petit peu ou avoir un angle différent par rapport à une problématique plus globale. Et ça, c'est aussi le rôle d'un consultant, quand je disais, de challenger un client et dire... Ce que vous nous avez demandé, c'est ça, mais est-ce que vous êtes bien sûr que c'est vraiment ça la vraie question chez vous? Ça peut être une question de maturité aussi. Enfin, il y a une question de maturité ou une question effectivement d'ouverture d'esprit de l'ensemble des membres d'un comité de direction par rapport à une problématique donnée. Notre interlocuteur premier, c'est souvent un patron de supply chain ou un directeur des opérations, mais en échangeant avec les autres membres du comité de direction, on peut se rendre compte qu'en fait, voilà, il y a un angle qui pourrait être meilleur et plus efficace. Bien. Oui, sur la partie, en effet, on s'engage, nous, vis-à-vis de nos clients, évidemment, sur la partie audit, diagnostic. C'est souvent à ce moment-là un forfait, parce que c'est des choses qu'on maîtrise bien, un audit supply chain, c'est un forfait. Sur la partie mise en œuvre, les clients nous demandent, et je rejoins Olivier, soit ils nous demandent de les accompagner ou pas. Nous, on aime bien les accompagner, parce que notre mission, c'est de transformer leur supply chain en un avantage concurrentiel. Donc, c'est toujours bien d'arriver à un audit en disant, voilà, les processus cibles, voilà ce qu'il faut faire, voilà la trajectoire. Mais c'est encore mieux lorsqu'on peut les accompagner. De plus en plus, on les accompagne. Là, par contre, souvent sous forme de régie, parce que l'accompagnement, il est plutôt il est plus difficile à estimer, quoi. C'est plutôt l'accompagnement, c'est souvent du coaching. On va très dans le détail, par exemple, on définit un processus SNOP, on va les accompagner à mettre en place le processus SNOP, c'est-à-dire animer avec eux les réunions SNOP pendant 6 mois, le temps que ça marche. Si on fait des optimisations de stock, on va définir des paramètres de stock, on va vérifier que les paramètres sont bien injectés dans les systèmes ERP. Si on travaille avec les appros, on fait souvent évoluer les appros d'un job de calcul d'appro qu'on fait faire ensuite par les outils vers un job de plus de relations avec les fournisseurs. Pour qu'ils négocient les délais fournisseurs, les MOQ. Donc on les accompagne aussi dans cette démarche via de la formation par exemple. Oui, on a ces deux aspects, vraiment la partie plutôt forfait sur la partie diag et plutôt régie sur la partie mise en œuvre. Avec des engagements de résultats, on peut, soit les clients nous demandent par exemple des success fees. Nous on prend des success fees par exemple sur la réduction de stock. Ou sur, par exemple, des gains sur des appels d'offres transport. Alors après, c'est souvent, quand les clients demandent ça, il faut bien comprendre pourquoi ils demandent des success fees. C'est souvent pour sentir derrière que le cabinet va s'engager avec eux. C'est pas un principe de gagner de l'argent, c'est plutôt se dire, oui, ils sont vraiment avec nous. Et nous, on aime bien ce genre de protection. Ok. Benoît ? Nous, on attaque toujours par l'étude de faisabilité, mais on présente aux clients, évidemment, la suite possible sur cette partie mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a un forfait étude de faisabilité en fonction de la charge de travail estimée, de l'expérience qu'on peut avoir. Bien souvent, les clients nous disent « oui, mais après, pour la mise en œuvre, c'est combien ?» Et là, évidemment, c'est un peu la loterie en fonction du scénario qu'on va avoir à mettre en œuvre. Donc, on va plutôt faire l'étude de faisabilité, on va avoir peut-être des estimations, des fourchettes sur la suite, et puis ensuite, une fois que la solution est actée, là, par contre, on va accompagner effectivement, et on va savoir
estimer le nombre de jours à passer, etc. sur cette partie mise en œuvre qui va démarrer sur la partie MOA, hein, rédaction de cahier des charges, appel d'offres, aller chercher le fournisseur qui va bien, jusqu'à la remise des clés, j'allais dire, au prestataire, au client. Et aujourd'hui, nous, on a un coefficient de 4 entre 600 clients et 2400 projets réalisés. Ça veut dire qu'effectivement, on n'abandonne pas nos clients en plein milieu et en général, ils nous confient la suite et ils nous confient voir d'autres projets également. Tout à l'heure, quand on a fait le tour de table, je me suis fait cette réflexion. Vous êtes des cabinets qui sont implantés en région, vous à Aix. Alors oui, il y a beaucoup de Aix et pas mal de Île-de-France, mais oui, le siège est à Aix-en-Provence. Le siège est à Aix, vous êtes à Lyon. Vous êtes pas très loin. Enfin, pas très loin. Et vous êtes en région parisienne. Vous abordez des sujets plutôt opérationnels et vous plutôt des projets tactiques et stratégiques. Est-ce qu'il y a une segmentation qui s'opère comme ça est-ce que les cabinets qui sont implantés en région sont plutôt des cabinets qui vont intervenir sur des problématiques très terrain, très opérationnelles, et puis le cabinet parisien plus stratégique ou c'est simplement une observation comme ça Vas-y, je t'en prie. Côté Simco, c'est plus dans les gènes. On est vraiment effectivement opérationnel et on n'a pas honte de l'être. Et on va plutôt collecter des résultats peut-être d'un autre cabinet ou d'une réflexion d'entreprise sur la stratégie. Et on va transformer cette stratégie en tactique opérationnelle. Et alors, c'est pas le fait d'être basé en région ou pas. Hein, notre siège est à Milan. Donc, et derrière, nous, on intervient en toute France chez nos clients. Donc, voilà. Non, le côté ADN opérationnel est vraiment ancré chez ACEP. Hein. On doit avoir près de 50% de nos consultants qui ont été exploitants avant. Même dans les équipes de développement informatique, il y en a qui ont été exploitants avant ou qui travaillaient chez des logisticiens. C'est une volonté, on ne peut pas être partout. Il est vrai que quand on arrive sur des schémas directeurs internationaux, on fait plutôt appel à des partenaires. On ne peut pas être expert en tout, mais cette volonté d'être sur le terrain, c'est aussi notre étiquette éditeur. On aime bien utiliser nos conseils, en fait. Et on aime bien utiliser les logiciels que l'on préconise aussi à mettre en œuvre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est jugé parti ? J'espère que non. On parlait d'ancienneté avec les clients. On a des clients qui sont aussi anciens que l'âge de l'entreprise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense que c'est une bonne démarche en tout cas pour fidéliser et accompagner. On a parlé de formation tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose, une tendance que vous ressentez aussi, ce besoin de former les équipes Alors c'est un besoin, dans les entreprises, si je peux me permettre, donc c'est un besoin qui nous semble nous de plus en plus crucial, et en particulier dans les plans de transformation. Et on parlait tout à l'heure de la mise en place des processus prévision, SNOP, gestion de stock. Et nous, on l'accompagne maintenant systématiquement par de la formation, beaucoup par des business games. On a monté toute une série de business games, certains classiques comme le beer game, on a monté nos propres business games derrière. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la formation. On s'est fait certifier Calliope, donc Calliope qui est l'organisme gouvernemental de certification qui certifie donc la qualité des process de formation qu'on utilise. Et en effet, oui, on utilise beaucoup la formation. C'est essentiel pour nous pour faire gagner en maturité les clients. Parce que si vous arrivez en disant voilà les processus cibles, voilà comment on met en place un processus prévision, comment on met en place un processus SNOP, comment il faut catégoriser les articles, ceux sur prévision, ceux sur seuil, etc. Ça reste un peu de la théorie. Et quand on rentre dans de la formation, on fait les choses, c'est clair. Et surtout, ça permet aux autres membres de l'entreprise qui ne sont pas dans la supply chain de prendre conscience de l'importance de la supply chain. Quand on fait des jeux, on a toujours des réflexions du type « Ah oui, le travail d'approvisionneur, c'est pas si simple que ça. Oui. Ah oui, un stock, ça sert à ça. » Donc c'est des choses qui permettent de faire évoluer l'ensemble de l'entreprise et de réussir la transformation. Donc oui, la formation est essentielle pour nous dans notre processus de transformation des entreprises. Oui. Alors, je pense que la formation est effectivement importante. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la formation, c'est un début, c'est pas une fin en soi. Donc, à un moment donné, il faut former des équipes, mais là où elles progressent le plus en compétences, c'est quand on est capable justement de les accompagner pendant un certain temps, c'est ce que tu disais. Quand on fait un process SNOP, quand on anime avec eux pendant 6 mois, ça vaut toutes les formations, on retourne une espèce de forme d'apprentissage. Et l'autre axe sur lequel on joue, parce que l'aspect ressources humaines et compétences est fondamental, et nous on le fait pour nos clients, c'est une activité qui n'est pas l'activité principale d'Iagma du tout, mais qui existe et qui est demandée, c'est parfois aussi d'aspect de recrutement. Donc on est capable d'accompagner nos clients à aller chercher des talents quand les personnes qu'ils ont en interne n'ont pas ni les compétences ni la capacité d'évoluer, c'est quand même la première chose qu'on regarde. Mais parfois il faut aller chercher aussi des équipes en interne. Ouais, je pense que aussi je parlais tout à l'heure d'agilité.
plus on est formé et plus on est agile. Donc ça devient obligatoire. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de dirigeants dans la supply chain qui sont passés aussi par des études et des écoles. Donc ce sont des gens qui sont maintenant des décideurs, qui sont persuadés de tout cela. Et puis cette formation, nous on est le fait des certifiés Calupi, ça aide énormément tous nos clients aussi. On en fait tellement qu'on a créé une BU pour ça. On a des gens qui ne font que ça et qui pilotent ça. Et en fait, on a une image aujourd'hui qui est en deux dimensions. Sur la verticalité, c'est-à-dire que on forme le préparateur, son chef d'équipe, enfin toute la chaîne, et on forme les dirigeants aussi à bien prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors peut-être tourner vers l'opérationnel, mais au moins il y a de la compréhension. Donc ça, c'est la partie verticale. Et puis il y a la partie horizontale, grâce aux technologies, le e-learning, enfin un certain nombre de choses, on peut apprendre plus de choses à plus de gens. C'est-à-dire qu'avant, on mettait quelqu'un, on le mettait dans son créneau, et toi, tu vas faire que de la préparation. Aujourd'hui, on peut lui apprendre ce que c'est qu'un WMS, parce qu'en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, à travers un écran, il va apprendre des choses. Les logiciels, en plus, ont de plus en plus de documentation. Donc voilà, on a vraiment c'est dans les deux dimensions, et ça, enfin, voilà, je pense que ça fait du bien que ça soit clarifié aussi au niveau étatique, le fait qu'il y ait des normes et qu'on fasse plus qu'on n'abuse pas de cela. Donc les sociétés se sont recentrées sur de la vraie formation, parce qu'ils sont obligés de mettre du vrai argent sur la vraie formation. Et là, que ça soit des très grandes entreprises ou des plus petites, c'est tellement facile de le faire que tout le monde s'y met. Mais ça veut dire quoi, que les organismes de formation ne font pas leur boulot Si, mais nous, en tant que professionnels, en tant que cabinet, en tant qu'intégrateur, on nous demande de former les opérateurs. On vient intégrer un logiciel, il est de moins en moins rare, même c'est très souvent, vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez expliquer à nos préparateurs ce que c'est que de la gestion de stock pendant une demi-journée? Voilà, ça va au-delà. On fait tomber quelques barrières, parce que c'est plus simple. Et puis tout le monde, encore une fois, c'est des besoins de réactivité, c'est de l'agilité. On est sorti du bon vieux petit carnet d'accueil, du parfait petit intérimaire qui voulait rien dire, que ça soit dans la mécanique ou la logistique, c'était le même carnet. Non, là maintenant on sait cibler et il y a une vraie valeur. Enfin, on voit bien que aujourd'hui un entrepôt, le lundi ils sont 40, le mercredi ils sont 12, le jour d'après ils sont 27. Voilà, donc à nous de faciliter cette intégration à travers la formation. Je partage totalement. On est également certifié Calliope depuis le début d'année. C'est un engagement qu'on a tenu à prendre. C'est aussi demandé par nos clients. Et nous, l'approche de formation, c'est alors, on ne peut pas proposer un jouet, entre guillemets, si on n'a pas le mode d'emploi à côté, si on ne sait pas s'en servir. Donc il faut déjà de l'efficience et pour bien s'en servir, il faut aussi comprendre ce qui se passe vraiment dans tout le périmètre supply chain. Donc on exploite aussi des serious games, et notamment Fresh Connection, pour bien expliquer et on regroupe une grosse partie des collaborateurs et l'encadrement aussi des entreprises et on crée une émulation autour de cette thématique supply chain qui rentre vraiment en plein dans la stratégie entreprise. Et derrière, on ouvre nos formations avec évidemment on insiste bien sur le métier de la personne qu'on va former, des personnes qu'on forme, mais on explique bien aussi dans quel contexte ils travaillent et pourquoi on leur demande de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même capital. Et puis, on a effectivement des gens qui sont arrivés sur certains postes, non pas par hasard, mais peut-être par ancienneté et autres, et qui ont vraiment besoin d'un rappel des bases et des enjeux de leur métier et des fondamentaux. Le marché du conseil est très sollicité en ce moment. Vous arrivez à recruter des talents pour justement bien... Gros point difficile du moment. Bien très vous difficile entourer. en ce moment. Les talents et gens. Il y a plusieurs confrères, je ne sais pas si aussi autour de table ici, mais même des cabinets généralistes autres. Je pense que tout le monde se bat pour recruter des talents. J'étais il y a 2 semaines à une réunion de Syntec et ils font un rapport annuel un petit peu d'activité et autres. Et pour la première année, ils avaient focalisé leur rapport sur le fait de recruter et retenir les talents. C'est difficile. Oui, ça c'est un constat général. Ah oui, c'est un constat général. On est dans un mouvement où si on veut augmenter le volume de conseils, donc il faut qu'il y ait des gens pour le faire. Et ça vient aussi par l'âge, donc il faut aussi prendre des jeunes. C'est un point important. Si on veut que demain il y ait plein de consultants pour aider, il faut bien les former. C'est comme les stagiaires. Donc ça se
Cette pénurie se gère. Enfin, une des solutions, c'est de former les gens. On a monté ce qu'on appelle, nous, l'ACEP Academy. Donc, il y a certaines sociétés pour qui on embauche les gens, on les forme, nous, et il y a une garantie après où on va pouvoir placer ces gens chez nos clients, mais nous prenons la responsabilité de les former. Donc il y en a certains qui sortent juste de l'école et ils vont être 6 mois, 4, 5, 6 mois chez nous. Donc on a trouvé une solution. On s'est mis école de formation et aujourd'hui on a 3 grands comptes avec qui ça marche très très bien. Ça marche tellement qu'on a même presque les chercher même avant la fin de l'école, mais c'est une solution assez qualitative pour pouvoir justement augmenter les ressources dans nos métiers. Surtout que aux jeunes, on peut leur donner un certain nombre de choses. L'analyse de la donnée, enfin un certain nombre de choses simples. Et puis petit à petit, on travaille en sac à dos, on emploie tous ce terme, je pense, avec eux. Mais voilà, on en est rendu à ce point-là, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que c'est vecteur de croissance pour notre entreprise et c'est plutôt apprécié de nos grands comptes. Oui. On rencontre aussi des difficultés, évidemment. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que sur le marché, il y a aussi des professionnels qui sont aptes, qui sont très performants pour accompagner les clients, mais qui veulent garder leur indépendance. On travaille, nous, pas mal avec des consultants indépendants qui veulent pas, qui sont peut-être sur la dernière partie de leur carrière, qui veulent pas forcément retrouver un employeur, des contraintes, des horaires, qu'on leur exige des déplacements telle semaine ou telle autre. Donc, ils vont plutôt prendre des missions à la tâche, entre guillemets, et ponctuellement. Mais c'est des gens qu'on accompagne, qu'on certifie et qu'on sait positionner selon le besoin du client. Et à l'opposé, nous, on va chercher des alternants. Et donc, pour en faire des consultants juniors, alors le piège, c'est pas en faire des consultants professionnels, mais bien des professionnels consultants. On attache beaucoup d'importance à ça et au métier. Donc, c'est d'abord le métier, effectivement, un peu de données, ou de plus en plus de données, puis ensuite on rentre dans la recherche de solutions, etc. Et donc il faut trouver aussi un équilibre et le présenter aux clients en disant, on va travailler avec un chef de projet, senior, un consultant, etc. Et puis il y aura également 1, 2 juniors qui vont travailler sur le sujet, et on met une équipe complémentaire. Oui. Il ne s'agit pas non plus, effectivement, de n'envoyer que des juniors. Il y a des entreprises qui nous disent parfois, j'ai rencontré un cabinet très, très connu, j'ai rencontré des consultants qui m'avaient l'air très compétents, et puis pour réaliser la mission, on n'a vu que des juniors. Donc c'est pas votre cas. C'est un peu le problème. Important, c'est que nous, par exemple, on est très sensible à la notion d'expertise. C'est d'ailleurs dans notre slogan Supply Chain Experts et dans nos valeurs avec le bien commun et l'innovation. Donc chez Léon, on a fait très attention à apporter beaucoup d'expertise et de valeur ajoutée. Donc on va chercher des experts, soit en interne, soit, comme vous le signaliez, via des consultants freelance qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années et qui apportent des expertises très fortes sur des sujets. Donc c'est un point important. Et en effet, le client, nous, on est conscient que l'important, c'est d'apporter de l'expertise, de la valeur ajoutée, et ça passe vraiment par une grande expérience de nos consultants. Vos clients vous demandent des références, vous disent, tiens, quels sont les secteurs sur lesquels vous intervenez? Oui, ils aiment bien avoir des références, c'est pas simplement des secteurs, mais des entreprises, voire des qui leur ressemblent un peu, qui leur ressemblent ou qui ont abordé le même type de problématique. Ça peut être dans un secteur différent. Enfin là, il y a des clients qui sont un petit peu ouverts à ça. C'est important pour eux. Oui, je pense que c'est un moyen peut-être de se rassurer. Mais encore une fois, ça va au-delà des références papier. Et nous, c'est la mise en contact, dire j'aimerais parler avec des gens avec qui vous avez travaillé pour comprendre aussi votre manière de travailler, ce que vous avez pu apporter. Je pense que c'est une manière pour eux de se rassurer, parce que sur le papier, on dirait que moi, ça fait 50 ans qu'on existe, donc forcément, on a des références, aligner des références, on ne serait pas là. Donc ça va un peu plus loin que simplement le nom d'une entreprise ou autre. Oui, il n'y a pas que, effectivement, il n'y a pas que la liste des logos sur la page du site web qui va compter. Vous parliez tout à l'heure de partenariat et de ressources externes. Je pense que la deuxième page sur le site internet qui montre avec qui on travaille, notre écosystème est aussi très, très, très importante. Même si on a la fierté de dire qu'on est des experts, sauf que quand il faut implanter un rack, peut-être que j'ai jamais implanté, moi, j'ai déjà une liste de partenaires, des sociétés qui intègrent, qui vendent et qui fabriquent. Donc
c'est notre capacité, enfin, notre écosystème, il est vivant. Et celui-là a presque autant d'importance que notre expérience. Sur des pistolets radio, je ne suis pas du tout électronicien, s'il y a un nouveau laser, je sais à qui m'adresser. Nous, on travaille, pour ne pas les citer, avec la société Identique. Quand un client nous dit je veux un pistolet qui fait le mouton à 5 pattes, eh bien, on les envoie vers des partenaires et ils trouvent la solution. Nous, notre valeur, ça va être de les guider et de les aider justement à formaliser leurs besoins sur ce pistolet à 5 pattes. Voilà. Et c'est comme ça aussi que l'on va convaincre nos clients en leur montrant qu'on n'est pas tout seul, bien évidemment, parce qu'il y a des points qui sont tellement techniques que là, voilà. Mais il ne faut pas perdre de temps. Donc il faut déjà que cet écosystème existe. Oui. En complément, effectivement, la vente de conseils, de passer de prospection à contrat, effectivement, il y a une demande de référence, tant sur ce qu'a fait l'entreprise que ce qu'a fait le consultant ou les consultants qu'on a positionnés. Et c'est beaucoup aussi une histoire d'homme. Le courant doit passer entre les équipes, entre les deux équipes projet, parce qu'à un moment donné, on devient quasiment un service dans l'entreprise et on doit vraiment avoir des relations et d'ouverture et ne rien cacher, et être vraiment en toute transparence avec les clients. Et c'est très important aussi, encore plus, je vais dire, ou tout autant que les expériences qu'on a pu avoir avec eux. Peut-être pour compléter, juste, c'est vrai que ce que vous décrivez est très juste, et l'aspect humain est très important dans le conseil, l'aspect méthodologie aussi important, on achète souvent un savoir-faire en méthodologie, mais très souvent l'aspect référence est discriminant, quoi. Oui. C'est pour ça que l'on s'est pas mal consacré sur des secteurs comme l'habitat et l'agroalimentaire, et qu'on a vraiment creusé notre sillon sur ces secteurs-là. Et justement, est-ce que ça confère une spécialité? Est-ce qu'on va plutôt vers vous parce que vous êtes, on citait l'agroalimentaire, à dire ce cabinet-là, oui, ils sont parce vraiment qu'on commence experts dans ce domaine-là. on commence à avoir un réseau là-dessus, donc les gens font référence. Et puis, lorsqu'on est en concurrence avec des confrères, forcément, on a pas mal de références sur le sujet, donc on peut faire la différence. On a plus d'atouts pour faire la différence, puisque nos confrères, souvent, ils sont aussi, d'un point de vue humain, ils sont très sympathiques, ils sont très bons, ils sont des bons experts. Donc, ce qui fait souvent la différence à la fin, c'est, oui, vous avez travaillé dans les produits frais, ah oui, vous avez telle référence dans les produits frais, nous, on est dans les produits frais, ça nous intéresse. Ah, vous êtes dans le bricolage, avec tel distributeur, vous avez travaillé, ça nous intéresse. Donc, c'est un point qui est important aujourd'hui, en termes de différenciant chez les clients, c'est de leur parler de leur secteur et d'avoir un vrai discours par rapport à leur secteur. Et ça vous arrive, par exemple, chez vous, Diagma, qu'on vous dise, écoutez, moi je veux bien travailler avec vous, mais à condition que ça soit tel consultant, par exemple? Non, c'est très rare. Par contre, ils demandent, effectivement, les clients demandent de connaître à l'avance l'équipe qui va travailler avec eux. Ah oui. Mais de dire, voilà, je vais travailler exclusivement avec tes consultants, non, je ne crois pas avoir eu le cas de figure. Ça va pas jusque-là. Je me tourne vers la régie pour savoir si on a des questions. Je crois que nous en avons déjà plusieurs. Hervé, s'il te plaît. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je retrouve la question. Est-ce que les cabinets conseils sont en concurrence avec les cellules supply chain des grands groupes? Je peux répondre là-dessus. Alors, je pense qu'en effet, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Il y a des grands groupes qui travaillent avec des cellules supply chain, avec des experts, qui ont monté des experts, et qui ont un rôle en interne de conseil en supply chain. Je pense à Saint-Gobain, par exemple, qui ont monté un très bon centre supply chain d'excellence, qui, entre autres, font des études de network design avec des outils logiciels du marché, qui sont excellents là-dessus. Mais ça n'empêche pas de collaborer avec eux. Par exemple, ces centres-là, nous, on a fait de la formation pour eux, par exemple. Donc voilà, donc, tout est possible. Donc ils sont à la fois concurrents, mais on peut être aussi tout à fait complémentaires de ces centres d'excellence. Je rebondis, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Pierre. Nous, par exemple, pour un grand groupe que je ne vais pas citer, on a été contacté par le centre d'excellence supply chain pour les aider à définir une méthodologie justement sur le network design qu'ils allaient déployer après. Ouais. Donc on a été les consultants du centre pour les aider à définir, packager, adapter une méthode qu'après eux, effectivement, par contre, vont déployer dans les entités du groupe. Interne, ouais. Donc ça peut être concurrence dans certains cas, collaboration dans d'autres cas, enfin on voit tous les cas de figure. Solliciter aussi pour les aider à élargir justement la vision des outils et leur faire bénéficier de veilles technologiques qu'on peut faire. Donc ça, on a été sollicité aussi sur ce type de sujet. Et puis, on peut amener aussi des fois des outils un peu complémentaires, type simulation de flux ou des outils comme ça vraiment très spécifiques que ne disposent pas forcément les entreprises. Et une fois que la stratégie a été décidée,
par ces grands chefs d'orchestre, il faut mettre la tactique en place. Oui. Et on a très régulièrement des gens qui nous demandent de venir certifier ce qui a été décidé. C'est-à-dire qu'on va certifier une montée de version d'un logiciel, d'un TMS, la connexion entre les systèmes. Et donc, ce côté très, très opérationnel, encore une fois, où on nous demande très, très régulièrement, il y a un schéma directeur qui a été mis en place, des décisions ont été prises sur des matériels, sur des logiciels et sur des organisations, mais on est dans un monde où on teste jamais suffisamment. L'informatique, on sait que ça marche quand on l'utilise, donc faut tester, faut recéter. Là, sur cette branche-là, on a beaucoup d'activités. On nous demande de certifier de plus en plus. On a un rôle de certificateur des solutions qui ont été mises en œuvre. Et donc, oui, quelquefois, il peut y avoir un conflit parce que on sort la tête, puis on dit attention, là il y a peut-être une donnée qui manque, ou il y a peut-être un trou dans la raquette. De là être en conflit, non, mais de devoir participer lorsqu'on fait ces certifications et ces mises en œuvre, oui, il peut y avoir des points. Oui. Est-ce que les cabinets conseils sont plus utiles pour des PME que pour des grands groupes? Les deux. En général. Les deux, tout dépend du besoin. Alors c'est vrai que les PME ont bien souvent moins de temps à consacrer à sortir la tête du guidon, c'est-à-dire. Donc, et elles vivent avec leurs problèmes sans forcément prendre le temps d'aller voir, de regarder. Donc là, on a une forte valeur ajoutée à les accompagner, et avec la méthodologie, on en parlait tout à l'heure, la gestion de projet, etc. Donc beaucoup les PME, mais les grands groupes aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, sur des besoins plutôt plus spécifiques. Oui. Ce qui est intéressant, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que le conseil vient de plus en plus dans la PME. Enfin, nous, on conseille vraiment. Les PME ont vraiment des demandes de conseil qu'on voyait moins il y a quelques années, et sont capables surtout d'acheter du conseil de manière facile. Je veux dire, je remonte 15 ans en arrière, quand on allait dans la PME, il y avait des problèmes de taux journaliers, des choses comme ça. Maintenant, la PME, ils ont compris que l'importance, et peut-être même parfois plus que les grands comptes, de la valeur ajoutée du conseil. Et souvent parce que c'est des dirigeants aussi qui ont travaillé dans des grands groupes, qui ont vu l'intérêt des conseils. Donc ils sont très demandeurs. Et souvent, eux, ils nous demandent d'aller à la mise en œuvre. Dans la PME, ils disent, dans les grands groupes, on fait des études, et parfois, ces études, ils les mettent en œuvre ou pas d'ailleurs, ce qui est parfois frustrant. Mais dans la PME, ils nous demandent des études, ils disent derrière, maintenant, vous nous accompagnez à la mise en œuvre. Parce que c'est leur argent, souvent, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Donc oui, il y a un vrai besoin dans les grands groupes et dans la PME, mais avec, depuis quelques années, un véritable engouement des PME pour le conseil en supply chain. Mais est-ce que les PME se tournent pas naturellement, j'allais dire, vers les PME du conseil, plus que vers justement les grandes entreprises internationales de conseil? Nous, on n'est pas une grande entreprise internationale. Donc... Justement, est-ce qu'il n'y a pas disons... En fait, ils recherchent souvent, on en revient tout à l'heure, nous chez Léon, ce qu'on constate, c'est qu'ils recherchent de l'expertise, de la compétence, de la connaissance sectorielle. Quelle que soit la taille du cabinet conseil. Et voilà, donc nous, on est un cabinet plutôt à taille humaine de toute façon, donc ils sont sensibles à ça. C'est vrai que nous, on a moins de clients PME quand même. Nos clients sont essentiellement des ETI ou des BU de grands groupes ou des grands groupes. Et j'ai fait quelques missions de conseil pour des PME. Je pense que c'est un conseil qui sont un petit peu différent. Il y a un besoin, effectivement, c'est plus proche de l'opérationnel, c'est plus de l'expertise, moins de temps passé à l'analyse. Enfin, voilà, c'est une forme de conseil qui est un petit peu différente, qui demande d'ailleurs des profils de consultants qui ne sont pas nécessairement les mêmes. On est en rapport direct avec le dirigeant, effectivement. Donc, ça va à la fois de faire le grand écart, à la fois être opérationnel, à la fois de savoir communiquer avec un dirigeant d'entreprise. Donc, c'est un mode de conseil un petit peu différent. On le voit, nous, on le voit aussi sur les cabinets qui viennent nous voir ou les cabinets que l'on adresse. Effectivement, ils veulent que le conseil soit mis en œuvre. Et puis aussi, ils cherchent un rôle d'éducation. Parce que d'une part, ils n'ont pas la bande passante de toute façon pour mettre en œuvre. Ça c'est assez régulier. Mais ils nous posent aussi des questions du qu'est-ce que c'est que la logistique, toutes ces PME et ces PMI. C'est quoi la supply chain? Il y a 3 ans, je ne savais même pas que ce mot-là existait. Et la définition... tout le temps un peu flou pour un certain nombre de personnes, mais en tout cas, ce rôle d'éducation, effectivement, on va être sur des consultants qui auront sans doute un profil un peu différent. Et je vous parlais tout à l'heure de notre pourcentage de salariés qui ont été sur les opérations. Voilà, cette notion de langage,
on utilise les mêmes mots, les mêmes termes. Voilà, on est très très opérationnel. Puis il faut que ça aille vite. Les PME, les PMI n'ont pas des plans sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Ils ont des plans sur 3 mois ou sur 6 mois. Les ROI doivent être plus courts, on doit être très très opérationnel. On va travailler sur des quick wins au début, et on va matérialiser en fait toute l'avancée. On va les aider. Moi, j'utilise souvent ce slogan. C'est assez facile d'être efficace. C'est plutôt un bon rendez-vous, un bon résultat. Par contre, être efficient, là, on peut dire que c'est un très bon résultat, et c'est ce qu'ils vont aimer. Voilà. Le camion, il part à 16h. Hein. C'est ça le monde de l'entrepôt. Hein. Il part pas à 16h20 après la fin de la réunion de conception, quoi. Ça demande du pragmatisme. Exactement. Pragmatisme et pas de grande théorie. Hervé ? Y a-t-il eu un impact sur le secteur du conseil en France après l'affaire McKinsey ? Pas à notre niveau. Clairement, nous, Objectivement, non. On est plutôt en croissance que le contraire. Je pense que ça a pu toucher éventuellement, encore, je suis pas sûr, des quelques grands cabinets, mais je parlais avec quelqu'un d'Accenture il y a pas longtemps, ils n'ont pas été touchés, non. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait eu un impact. Pareil. Au quotidien, chez nous, aucun. Bon, pas d'impact. Est-ce que la période Covid a changé votre métier ? Alors moi, je pensais que ça changeait notre métier, ça changeait la manière de le faire. Donc, ça a accéléré des changements qui existaient avant, d'ailleurs, hein, pour être plus précis. On a quand même vu des choses un petit peu hallucinantes. Je me souviens d'une mission qui devait démarrer juste après le premier confinement. Une mission d'amélioration de performance entrepôt. On n'avait pas le droit de mettre les pieds dans l'entrepôt. Il se trouve que nous, on utilisait déjà des techniques vidéo, donc on a utilisé des vidéos et tout. Donc voilà, ça a accéléré un certain nombre de choses. On est plus souvent maintenant, on est plus efficace dans certains cas parce qu'on est plus souvent effectivement en visio, à distance avec des clients, donc en interaction qui peut être à la fois plus rapprochée, mais qui moins de perte de temps entre guillemets en transport. Donc ça a modifié un petit peu la manière de faire. Je pense qu'on a trouvé un point d'équilibre maintenant qui est pas mal, auquel on serait probablement arrivé sans Covid, mais peut-être dans quelques années. On a mis plus d'outils collaboratifs au service du projet. Le patron des projets chez nous dit tout le temps, avec nos clients, on doit tout le temps être à un clic du projet. C'est-à-dire qu'on partage tout. Il y a des outils du marché qui ont simplifié ça. Mais culturellement, ça a changé. Mais on a eu ce frein parce que voilà, d'aller sur l'entrepôt, mais c'est difficile à dire, mais ça a été un mal pour un bien parce qu'on a amélioré la communication avec nos clients. Je pense que ça a changé aussi, ça a fait évoluer. Hein. Je rejoins Olivier là-dessus. Nous, on a travaillé par exemple sur un appel d'offres pour des logiciels de prévision et de planification en pleine période Covid. On avait commencé la consultation, on s'est posé la question avec le client, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? On a décidé de continuer, donc on a fait toutes les démos. Et on a passé une journée complète en démo, tout à distance. Et ça nous a poussé à être encore plus rigoureux dans tout ce qui était analyse, jugement, évaluation des prestataires, des éditeurs. Donc on avait fait des grilles extrêmement précises, avec des questions extrêmement précises. Et on était d'autant plus rigoureux parce qu'à distance, ça crée une difficulté de communication. Donc on avait été beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus froid quelque part. Synthétique. Et on en a gardé une bonne expérience finalement. Alors, après maintenant, on est revenu à un mode un peu plus normal, je dirais, ce qui est quand même aussi agréable parce que le but c'est quand même d'aller chez les clients. Mais le mix est intéressant. Aujourd'hui, les clients, on comprend bien qu'on va faire un Teams. Un client qui est à distance, on va faire un Teams de 2 heures plutôt que se déplacer, et c'est du gain pour tout le monde. Parce qu'on vous a demandé si ça avait changé votre travail, mais on aurait pu demander si ça avait changé le travail de vos clients. Ça aurait été formulé un petit peu différemment, mais effectivement... Mais aussi, il y a des choses qui ont bougé chez nos clients, tout à fait. Hervé ? Est-ce que vous êtes plus consulté par rapport aux enjeux RSE ? Alors, est-ce que Ça c'est une commence. tendance ? Oui. Ça commence pour vous ? Ça commence, oui. Alors moi je dirais pas qu'on est plus consulté par rapport au RSE. Par contre, l'aspect RSE est plus pris en compte dans les dossiers sur lesquels on est. Oui. Moi, on a un outil par exemple interne de network design. Il y a une douzaine d'années, j'ai fait rajouter un module de calcul CO2 pour évaluer nos différents scénarios. Il y a 12 ans, on le proposait à nos clients, ils nous regardaient comme ça. Il y en a qui nous disaient ça vous fait vraiment plaisir pour vous faire plaisir, mais voilà, il n'y en a rien à faire. Maintenant, quand on fait ce genre de mission, il n'y a pas une mission dans laquelle on n'intègre pas cet impact-là. Donc nous, l'angle, c'est pas la RSE qui déclenche la mission, mais par contre, dans le cadre de la mission, effectivement, l'aspect RSE doit être pris en compte, et de plus en plus. Confirmé ? C'est confirmé. Sur tous les thèmes, il y a un chapitre sur ce sujet-là, à juste titre. Mais oui, c'est exactement cela. À votre avis, quelle est la bonne répartition entre profil senior et junior pour les missions de conseil ? Bon.
25-75 Non, je veux dire, ça dépend, mon capitaine, c'est pas la nature de la mission. Donc c'est très très difficile. Si je fais le mix chez nous, c'est quoi? C'est grosso modo, sur une mission, si on a l'équivalent d'un associé, on va avoir l'équivalent de deux managers et de 3 consultants. Voilà, on est sur du 1, 2, 3 en ratio. Maintenant, ça dépend comme de la nature de mission. Il y a des missions pour lesquelles on a beaucoup d'analyse de données ou d'observation au terrain à faire. Il y a d'autres missions où quand on travaille plus sur les problématiques d'organisation, par exemple, où l'apport d'un consultant junior est quand même beaucoup plus limité. Donc voilà, ça dépend un petit peu de la nature de la mission. Non, nous, on a une approche un peu différente, parce on travaille essentiellement qu'avec des experts, et sur une approche plutôt commando, quoi. On est plutôt sur des équipes de 2-3, extrêmement experts sur les sujets. C'est une approche différente. Donc on n'a pas de juniors, donc on est vraiment sur une approche 100% expert. Commando. Pour compléter, il y a le profil de la mission et moi je dirais que c'est aussi les étapes de la mission. Il y a des étapes autorisées et il y a des étapes où on se l'interdit. Après, faire des pourcentages ou des moyennes, on va dire qu'on va jouer le 80-20, la statistique internationale. Voilà. Pareil, hein, c'est réponse de Normand. Ça dépend des missions, bien sûr. Ouais. Ça dépend. Une dernière question. Étant donné la forte concurrence due au très grand nombre de cabinets conseils en supply chain, vaut-il mieux se spécialiser sur une offre de niche ou alors avoir une offre de service plutôt généraliste? On va bien répondre là-dessus, parce que notre stratégie, nous, elle est sur plutôt une stratégie de niche sectorielle. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure sur les secteurs de l'agroalimentaire et de l'habitat, donc tout ce qui est bricolage, jardinage, professionnel du bâtiment, et par contre d'offrir une offre assez large de services supply chain sur ces 2 secteurs, que ce soit du network design, que ce soit des processus prévision, SNEP Appro, que ce soit l'externalisation logistique ou des problématiques transport. Donc ça, c'est notre stratégie. Après, chacun a sa stratégie, mais nous, c'est une volonté d'être sur ces niches de niche en tant sectorielles. En tant que métier, mais avec une couverture fonctionnelle assez large. Absolument. Ce que j'ai exprimé tout à l'heure, nous, on est vraiment focus sur la partie intralogistique, donc on se spécialise en intralogistique. Par contre, on travaille aussi bien avec la cosmétique, l'automobile, la grande distribution, l'alimentaire. Enfin, on peut avoir des clients du plus petit client jusqu'au plus grand client, au grand groupe. Mais votre créneau, c'est l'entrepôt et ce qui se passe à Notre créneau, c'est l'intralogistique. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des vues et des visions sur ce qui se passe avant et après, évidemment, parce que ça a un impact sur l'intralogistique. Et quand on dit intralogistique, ça va du chariot élévateur en passant par l'automatisation, tout ce qui est complètement, système d'information, oui, tout à fait. WMS, etc. Ouais, complètement. Exactement. ACEP aussi est né de ça, pour faire du support aux utilisateurs. C'est comme ça qu'est née l'entreprise. Et puis nos clients sont venus nous demander, en plus du support, vous ne pourriez pas installer le nouveau module, vous ne pourriez pas nous former, vous pourriez pas... Et puis très vite, il y a une branche sur le conseil qui s'est matérialisée parce qu'on nous posait de plus en plus de questions. Et notre niche, c'est la 4 côtés, ça s'appelle un entrepôt. Ouais. Et là-dessus, on pense qu'il y a encore énormément à faire. Alors, en amont de l'entrepôt, il y a encore plein de choses à faire. Dans l'entrepôt, il y a encore plein de choses à faire. En aval, sur le transport, il y a encore plein de choses à faire. On a, je pense, le privilège d'être dans une activité qui bouge, parce que le monde bouge, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. On a forcément une spécialisation, on a aussi un atout-cœur aussi, et des préférences, c'est sûr. Voilà, mais on se concentre, nous, à la fois sur l'exploitation et les systèmes associés. Je pense qu'on a là, voilà. Je le répète, le privilège et la chance d'être dans un secteur d'activité qui va encore beaucoup bouger. Justement, il nous reste quelques minutes. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises vont être confrontées dans les années qui viennent, selon vous, avec effectivement un contexte franchement incertain, pénurie des matières premières, problème de transport, problème de compétences, on en parlait tout à l'heure, incertitude au niveau politique. Enfin bon, bref, on rentre dans une période un petit peu incertaine. Comment vous voyez les défis auxquels vont être confrontées les entreprises Je pense que le principal défi, Jean-Philippe, c'est à la fois te dire j'ai une stratégie, une vision de ce que je veux faire, et à la fois par contre je sais que le chemin ne sera pas droit. Donc il faut que je sois capable d'avoir une organisation, des process, des outils qui soient capables de s'adapter en fonction des circonstances, tout en définissant quand même un cap. Et donc c'est l'équilibre entre le cap et puis un plan de mise en œuvre qui, lui, doit être
le plus souple possible. Et c'est pas simple à concevoir. Ça veut dire aussi des équipes en interne qui aient cette agilité-là, hein, qui soit pas juste du pur tactique, parce que si je fais du pur tactique, à un moment, je vais pas être performant, mais qui soit pas non plus dire voilà, j'ai défini mon schéma à 5 ans et puis je vais pas bouger. Je vais prendre un exemple. J'étais hier, je travaille avec Decathlon depuis longtemps. Première mission qu'on a faite avec eux, c'était Vision Supply Chain à 10 ans. Et je me présente hier à une personne Decathlon sur une nouvelle mission. Je lui dis voilà, la première mission qu'on a faite avec Decathlon, c'est Vision Supply Chain à 10 ans. Vous ne ressemblez pas du tout, et votre supply chain ne ressemble pas du tout, très honnêtement, à la vision qu'on avait définie ensemble il y a 10 ans, parce que le monde a énormément bougé. Et pourtant, il y a des choses qu'on avait mises en branle dans la définition de cette vision qui maintenant sont implémentées dans l'entreprise. Donc, c'est arriver à faire concilier les deux. Ouais. Pas simple. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand on a une incertitude, il faut savoir improviser. Alors, improviser, ça fait pas très pro, mais en tout cas, il faut de l'agilité. Et pour avoir de l'agilité, on a parlé de la formation, on a parlé d'un certain nombre de choses. Moi, je pense que si on a bien un point commun tous ici, c'est qu'on a besoin de données pour travailler. Et ces données, on les brasse, on fait des statistiques, on fait des projections, on fait un certain nombre de choses. Ces données, aujourd'hui, elles sont mal partagées. Hein, les statistiques sur les données essentielles qui remontent aux dirigeants des entreprises, je crois qu'on n'est même pas à 50% des données importantes qui vont remonter en temps réel. Donc il faut qu'il y ait des outils collaboratifs. J'ai déjà employé ce mot-là tout à l'heure. C'est parce qu'on est très très sollicité sur ça. C'est que le chef d'équipe, quelquefois, doit avoir la même information que l'approvisionneur, que celui qui va payer les chèques, parce qu'il faut aller vite, parce que le conteneur qui est arrivé avec 1 mois et demi de retard, il faut pas le décharger en 4 heures, il faut le décharger en 2 heures, et le cycle de vie des commandes doit être encore plus court. Donc, il faut se préparer tout le temps. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de veille. Alors, nous, notre job, c'est de faire de la veille technologique pour après la proposer à nos clients. Mais voilà, c'est bien dans l'anticipation. Il faut miser là-dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc pour être prêt au moment où les choses arrivent, partageons cette information. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, aujourd'hui, nous, un quart de notre société, c'est faire que des EDI, c'est faire que des échanges. Hein. Et bon, on est très, très, très sollicité sur ça. Il y a 20 ans, on faisait de la logistique avec un système, 2, allez, 1, voilà. Et aujourd'hui, on est avec 5, 6, 7 systèmes pour livrer une commande chez un particulier. S'il y a de l'incertitude, voilà, il faut récupérer cette information au plus tôt. Je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès sur cette période-là. En termes de défis, si on regarde les défis, je regarde dans l'agroalimentaire, ce qu'on voit arriver, c'est la stagflation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les consommateurs continuent de commander, de consommer de manière classique. Mais par contre, il y a l'inflation, donc on fait de plus en plus attention au prix. Et donc on voit une croissance des produits marques distributeurs, par exemple, et une baisse des produits un peu plus valorisés comme le bio, qui est une tendance qui est déjà à la baisse depuis quelques mois, quoi. Et donc on peut poser des questions je pense aux entreprises agroalimentaires qui sont plutôt sur les marques, qui vont devoir faire face à cette situation de montée des MDD et de faire face à leur positionnement en tant que marque et à leur positionnement d'augmentation des matières premières. Donc ils vont avoir des pressions énormes sur leur stock, sur la gestion de leur stock. On est aujourd'hui pas mal consulté sur ces problématiques-là, d'optimisation de gestion des stocks dans l'agroalimentaire, dans les ETI agroalimentaires fabricants de marques. D'un autre côté, si je regarde la partie plutôt secteur bricolage, on sent arriver des modes en supply chain, des modes de collaboration entre industriels et distributeurs. Je pense par exemple à la mutualisation logistique ou à la gestion partagée des approvisionnements, qui sont usités et qui sont en place dans l'agroalimentaire depuis une trentaine d'années. On parle de co-logistique en ce moment, ça. Oui, co-logistique. Ouais. Mais la GPA, qui est un système de gestion partagée des appros, où le fournisseur gère finalement le stock chez le distributeur, qui existe depuis de nombreuses années dans l'agroalimentaire, apparaît aujourd'hui dans le secteur de bricolage et évolue vers ces systèmes-là de coopération, de plus grande coopération entre industriels et distributeurs, ce qui est une bonne chose, parce qu'on a beaucoup raisonné ces dernières années sur comment faire face aux pénalités. Là, on est en train d'évoluer vers comment on peut collaborer de manière un peu plus intelligente. C'est une notion de promesse client aussi. Hein. C'est peut-être la promesse client qui va évoluer. Et qu'est-ce que je mets en place justement pour tenir cette promesse ? Parce que l'idée de la supply chain, c'est pas de s'engager n'importe comment vis-à-vis d'un client, mais c'est de s'engager sur un délai qu'on va annoncer au préalable.
Et j'étais la semaine dernière chez un client qui est dans la grande distribution spécialisée en B2B, donc il sert plutôt des artisans. Et lui, sa stratégie, c'est de toute façon d'avoir du stock. Et il me dit, nous, il faut qu'on s'organise pour avoir un point de distribution central sur lequel on peut servir. Et par contre, j'hésite pas à prendre des entrepôts et à gonfler mon stock et à avoir, donc il y a un impact forcément BFR aussi, mais à disposer du stock qui va bien, à anticiper justement les ruptures, à commander en grande quantité. Là où on était plutôt une tendance juste à temps, minimisation des stocks et autres. Et donc là, il y a aussi une évolution, parce que sa promesse, c'est de servir le client, et s'il ne sert pas son client, il fait une ristourne sur sa commande. Très bien, merci beaucoup. Si on devait se résumer, je dirais donc les principaux défis auxquels vous avez fait allusion, c'est de gagner en agilité pour s'adapter aux évolutions que connaît aujourd'hui ce monde incertain, collecter la data, c'est Jean-Pierre qui l'a souligné, pour être capable de la partager, de mieux collaborer, maîtriser les coûts donc, et faire... parce que l'évolution de la consommation va faire en sorte que les niveaux de stock vont sans doute changer, et donc ça va être important de pouvoir maîtriser les niveaux de stock, et puis bien entendu respecter la promesse client, une promesse qui sera peut-être de plus en plus dure à tenir dans une période aussi mouvementée et incertaine que celle qui risque de survenir dans les prochains mois. En tous les cas, merci à vous pour cet éclairage. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés, qui ont suivi ce débat. Et nous vous donnons rendez-vous à bientôt pour un nouveau mercredi de la supply chain. Merci. Merci.